donc pour cette dernière conférence, M. Alain Beer va nous expliquer pourquoi le capitalisme ne s'est-il pas développé dans la Chine impériale. Voilà, je lui laisse la parole et puis on aura peut-être un petit temps de discussion. Voilà, je vous remercie. Et merci d'éteindre les smartphones, GSM. Bien, merci à vous. Ça va, vous m'entendez? Non? Ça marche pas? Ah bon? Merci à vous. Ça va, non? Toujours pas? C'est pas terrible. Bon, si, je l'ai pourtant enlevé. C'était pas sur Ah non, mais il n'est pas allumé. Ah, Ça. Voilà. Merci. Et là, ça va. Visiblement, ça va mieux. Mais... Vous me dites quand c'est bon? C'est bon là? Bon, ça va, merci. Un peu bon. fort? Alors, merci à vous pour votre présence constante, qui est réconfortante. Je vous dois d'abord des excuses pour ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le fait que j'ai largement débordé hors du temps qui m'était imparti. J'ai pris des engagements, je les reprends, donc je vais m'en tenir strictement à 1 heure d'exposé. On est 18h10, à 19h10, je m'arrête, que j'ai fini ou non, de manière à pouvoir débattre, et débattre du point qui est abordé aujourd'hui, débattre aussi sur ce qui s'est dit ou ne s'est pas dit dans les séances précédentes. Donc, j'aborde ici une question qui, dans l'ouvrage, occupe très peu de place. Je vais vous parler de la Chine impériale, de la Chine, en fait, impériale contemporaine de la période proto-capitaliste, qui couvre, pour ce qui est la Chine, la dernière partie de la dynastie des Ming. La dynastie des Ming règne en Chine de 1368 à 1644, et elle est suivie, puisqu'elle est renversée, par une nouvelle dynastie, une dynastie mandchoue, qui est la dynastie des Qing ou des Qing, selon la manière dont on prononce la chose en Occident, et qui régnera de 1644 à 1911, donc jusqu'à la fin de la période impériale, puisqu'à ce moment-là, il est mis fin au régime impérial et on passe à la République. Dans l'ouvrage, je n'aborde la Chine, je l'aborde très marginalement dans le premier tome en signalant qu'il y a des échanges commerciaux qui se font avec la Chine depuis les Philippines, depuis les possessions de la Vereinigte Ostindische Compagnie en Indonésie, mais je ne m'y intéresse pas particulièrement et je la rencontre lorsque j'aborde la situation des formations marginales. C'est cette théorie de formation qui s'étend donc de l'Empire ottoman jusqu'à l'Empire japonais, en passant par la Chine impériale. Je m'y arrête quand même pour comprendre ce qui permet à la Chine de résister à l'expansion européenne, pour signaler qu'elle fonctionne selon un mode, selon un dynamisme qui est fondamentalement différent de celui des sociétés européennes à l'époque, et évidemment aussi pour aborder cette question particulière, puisque me penchant sur le dynamisme historique de la Chine impériale, j'ai l'occasion de remarquer et de signaler qu'il s'y forme quelques-uns, de manière embryonnaire et quelquefois plus qu'embryonnaire, quelques-uns des éléments qui auraient pu donner naissance et qui vont donner naissance à des prodromes de rapports capitalistes de production, et pourtant cette dynamique va bloquer ce développement proto-capitaliste embryonnaire et ne permettra pas à la Chine de donner naissance au capitalisme. La question aujourd'hui est évidemment un écho tout particulier, puisque au cours des dernières décennies, on a vu une remarquable, une formidable montée en puissance de la Chine. Alors certes, cette montée en puissance qui a été fonction d'abord de la réouverture de la Chine sur le marché mondial. Cette montée en puissance a été d'abord l'œuvre de l'importation par la Chine de capitaux en provenance des formations capitalistes centrales contemporaines, les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon, Taïwan, qui est une partie de la Chine, la Corée et l'Australie, mais
la rapidité avec laquelle ce processus s'est développé montre bien qu'il y a dans l'héritage civilisationnel chinois sans doute des capacités et des potentialités toutes particulières pour rendre cela possible. J'articulerai de manière très académique mon propos en 3 temps. Je montrerai d'abord en quoi justement la Chine impériale contemporaine de l'expansion européenne présente des conditions favorables et précoces de développement des rapports capitalistes de production. Puis, à partir de là, évidemment, se pose la question pourquoi est-ce que ce n'est pas aller au-delà de ces conditions favorables et précoces. Je signalerai que la manière dont la question a été traitée pour l'essentiel jusqu'à présent, et je fournirai ensuite, loin de fournir, comme l'a suggéré généreusement Madame Boll, une réponse à la question, je dirais quelques éléments de réponse parce que je ne suis absolument pas sinologue, je me suis aventuré sur un terrain qui n'est absolument pas le mien au départ. Simplement, il m'a semblé, quitte à se casser la figure, il aurait été malhonnête de ne pas poser la question et de ne pas la soumettre, cette question, aux hypothèses dominantes dans l'ensemble de l'étude, parce que vous verrez que, in fine, j'ai essayé de boucler la chose de telle manière à retomber sur mes pieds, comme le vieux chat que je suis. Donc, voyons d'abord ce qu'il en est des conditions qui permettent précocement et d'une manière relativement favorable de voir apparaître quelques conditions de formation des rapports capitalistes de production en Chine. La première de ces conditions, alors là je m'adosse tout à fait sur le schéma que je vous ai exposé dans la première conférence. Première condition, c'est évidemment le développement du capital marchand. Et on assiste effectivement dans la Chine impériale à la formation et à l'accumulation d'un capital marchand conséquent, capital marchand qui se forme grâce au développement de relations marchandes à l'intérieur de la Chine, l'apparition de marchés ruraux, de marchés urbains, d'échanges entre les différentes régions de la Chine au fur et à mesure où l'empire chinois se constitue, mais aussi de tout un commerce extérieur qui va se mener dans 2 directions différentes, l'une cependant largement dominante par rapport à l'autre, en direction du nord, ou plus exactement du nord-ouest, c'est-à-dire vers l'Asie centrale, ce sont les fameuses routes de la soie, et je dirais la position dominante du commerce chinois se mène au contraire vers les mers de Chine méridionale et mer de Chine orientale, donc en direction de l'archipel nippon, de l'archipel philippin, de l'Indonésie, enfin l'insulinde, comme on dit à l'époque. Ça fait qu'en Chine, on voit apparaître aussi, indice justement du développement de ce capital marchand, toute une série de formes spécifiques de commerce qui sont l'indice d'un capital marchand bien établi, des foires périodiques, un commerce d'entrepôt, un commerce, on dit dans le cas à l'époque sur le champ, c'est-à-dire ça consiste pour le marchand à acheter le blé en herbe par exemple, c'est-à-dire avant même que la marchandise ait été produite, elle est déjà en quelque sorte pré-achetée par le marchand, des opérations de courtage, des opérations de commission. On a vraiment une articulation du capital marchand qui n'a rien à envier de ce point de vue-là à ce que l'on connaît à la même époque en Europe. Donc première condition. Deuxième condition, alors je reprends toujours le schéma que j'avais développé lors de la première séance, la formation d'un proto-prolétariat. Alors ce proto-prolétariat se forme par expropriation pour l'essentiel de la paysannerie, sous l'effet de différents facteurs. Le premier, c'est un facteur tout à fait traditionnel de surpopulation tendancielle par un effet de ciseau entre la croissance démographique et la croissance agricole. D'ailleurs, de point de vue démographique, l'histoire chinoise présente une régularité presque mathématique de phase d'expansion de la population et de brusques phases de contraction sous l'effet justement de l'insuffisance de la croissance agricole. Deuxième facteur d'expropriation, ce sont des règles d'héritage qui conduisent à la parcellisation des tenures. Il n'y a jamais eu, par exemple, dans la tradition chinoise, de primogéniture qui assurait la transmission
des propriétés, qu'elles soient foncières ou non, aux aînés. Et donc, évidemment, ça conduit à l'entassement des familles sur des parcelles de plus en plus réduites, que, en définitive, certains sont obligés de quitter parce qu'ils ne les nourrissent plus. Troisième facteur, là on retrouve quelque chose de tout à fait traditionnel dans les sociétés précapitalistes, que j'ai déjà eu l'occasion de signaler, c'est l'endettement. L'endettement qui est généré par l'insertion de l'agriculture dans les économies marchandes et monétaires et qui conduit à la précarisation des situations de ces paysans, j'ai eu l'occasion de signaler. Deuxième facteur aussi d'endettement, c'est la conversion qui va se produire à différentes... Il va y avoir des allers-retours de ce point de vue-là, mais à partir des mines, la chose est acquise. La conversion des redevances fiscales de redevances en nature, des redevances en argent, ce qui oblige évidemment les paysans à entrer dans le cycle de la production marchande pour se procurer l'argent qui est nécessaire au paiement de leurs redevances. Et dernier facteur d'expropriation, ce sont les brutales augmentations qui peuvent intervenir des prélèvements fiscaux chaque fois que, les situations sont récurrentes dans l'histoire chinoise, chaque fois qu'il s'agit de défendre l'Empire contre des invasions qui viennent essentiellement du Nord, puisque tous les peuples du Nord convoiteront, tous les peuples de la steppe d'Asie centrale et sibérienne convoiteront évidemment les richesses de l'Empire chinois, et régulièrement il faudra procéder à des levées en masse d'argent et de levées en masse d'hommes pour se porter sur les frontières, et cela a des effets d'expropriation. Que deviennent ces paysans expropriés? Ils ne quittent pas nécessairement la terre, ils restent quelquefois directement sur les parcelles qui étaient les leurs précédemment à titre, je parlerai ultérieurement du régime foncier chinois et de ses spécificités, qui leur appartenaient à titre de tenure, mais ils y restent au titre de fermiers ou de métayers, ou quelquefois de simples salariés agricoles. Le restant quitte en effet la terre et deviennent des salariés agricoles dans les mines, dans les manufactures, les fabriques et les mille et un petits métiers qui peuvent nourrir la plaie urbaine. D'autres tentent l'aventure en s'enrôlant dans les armées, et d'autres tentent l'aventure du banditisme de petits et grands chemins qui sera endémique dans toute la Chine impériale. Il faut savoir que la Chine impériale, je dirais, en exagérant un peu, c'est un coup-de-gorge dès lors que l'on quitte les voies tenues par les armées impériales, et même le long de ces voies, c'est tout à fait aventureux. Troisième forme sur laquelle commencent à émerger les rapports capitalistes de production, c'est, on voit en Chine apparaître les premières formes du capital industriel. Alors, à l'initiative du capital marchand, principalement sous la forme de... excusez-moi, je cherche à savoir l'heure qu'il est. Ah, il est 6h22. Merci. Je vous charge, mademoiselle, de me rappeler à l'ordre. Vous voulez que je vous mette ma montre devant Par contre, elle a 1 heure en plus. D'accord. Il est 6h22. Ah oui, donc je dois déjà m'arrêter de travailler. Bon. Donc, à l'initiative du capital marchand, on verra se former des manufactures éclatées. Donc, ce régime très particulier qui consiste pour des marchands à donner à façon du travail à des familles paysannes qui restent dans leur lieu. Ça sera le cas dans le secteur textile, en particulier du moment où on se mettra à travailler plutôt que le chanvre, le coton et la soie. Mais la Chine impériale verra aussi apparaître des manufactures réunies, sous la double forme hétérogène et sérielle, dans le cas, par exemple, de la production de soieries, de les cotonnades et la porcelaine. Et la Chine impériale verra aussi se développer l'industrie automatique sous la double forme mécanique et chimique, entre guillemets. Par exemple, dans la métallurgie, pour ce qui est de l'industrie mécanique, et pour ce qui est de la chimisation, la teinture, la distillation, la production de lac, etc. Donc, je dirais, même sous cet angle-là, la Chine impériale n'a pas grand-chose à envier en apparence à ce qui sont les prodromes du capital industriel dans l'Europe moderne. Enfin, dernière condition du développement du rapport capitaliste que l'on trouve réalisé dans la Chine impériale, c'est la formation d'un proto-marché intérieur.
ce qui suppose le développement des relations entre les régions, on peut considérer qu'il y a tout un marché régulier qui s'opère dès la dynastie des Song. Alors les Song, ils règnent en Chine de 960 à 1279, avec deux périodes différentes, ce qu'on appelle les Song du Nord, qui en fait ne sont pas particulièrement au nord, mais simplement ils sont aussi au nord, alors qu'ils vont faire chasser du nord de la Chine par des populations jurchènes qu'on appelle des Jin, qui vont occuper le nord de la Chine. Il y a une deuxième partie de la dynastie, on appellera ça les Song du Sud. Pendant toute cette période, en particulier la deuxième période des Song du Sud, il y a un parfait marché intérieur qui fonctionne et qui va se trouver évidemment bouleversé par les renversements dynastiques qui vont se produire, mais qui se reconstitue régulièrement sous les Ming et les Qing. Grâce à quoi? Essentiellement grâce au développement des voies de communication. Des voies de communication en Chine qui sont essentiellement des voies fluviales. Peut-être que vous savez d'ailleurs beaucoup plus que moi, mais vous savez au moins que la Chine est parcourue par deux grands fleuves, le Huanghe et le Yangtze-Kiang, fleuve jaune et fleuve bleu, n'est-ce pas? Et que ça sert en particulier au développement de toute une agriculture d'irrigation, mais ça sert aussi surtout à de transferts fluviaux et surtout à partir de début de la période Ming, il va se creuser, ça existait déjà pour partie, mais la communication entre ces deux bassins fluviaux va être réalisée grâce à ce qu'on appelle le grand canal intérieur, et à partir de là, la communication fluviale entre la Chine du Nord et la Chine du Sud est parfaitement réalisée. Deuxième facteur qui permettra l'unification, de la formation de ce proto-marché intérieur, c'est la constitution d'un système monétaire relativement stable, du moins pour autant qu'un système monétaire à base métallique puisse être stable, mais le système chinois est relativement stable parce qu'il sera unimétallique, c'est-à-dire que l'or n'aura à peu près jamais aucune fonction monétaire en Chine. Le système sera toujours à base d'argent. Or, je dirais, l'une des raisons de l'instabilité de la plupart des systèmes monétaires métalliques, c'est que ça joue sur deux, voire même trois métaux, or, argent et cuivre. Alors il y a une monnaie de cuivre, la fameuse sapèque, qui existe depuis avant les Han. Les Han, c'est la première dynastie régnant longtemps en Chine, en moins 202 et plus 220, quelque chose de ce genre-là. Déjà, eux avaient établi cette sapèque. Vous connaissez tous cette pièce parce que c'est une pièce qui est hexagonale avec un trou au milieu et on l'enfile dans des ligatures et on comptait toujours par ligature de 100 sapèques, de ligature de 1000 sapèques, etc. Mais ce qui va se développer à partir de la fin des Song et sous la courte dynastie des Mongols, des Yuan, qui va régner avant les Ming, c'est le métal argent qui va servir de fonction monétaire, mais d'une façon extrêmement tout à fait artisanale. On retrouve un trait chinois tout à fait caractéristique sur cet angle-là, c'est-à-dire qu'on avait des plaques de métal, une plaque d'argent que l'on découpait. Vous aviez par exemple, on disait ça fait 121 grammes d'argent, et bien on s'avançait pour découper 121 grammes d'argent dans la plaque, etc. Mais ça garantit un système relativement stable qui d'ailleurs est suffisamment stable pour que se greffent là-dessus, par exemple, des débuts de monnaie non métallique, la monnaie commerciale, ce que les Chinois appellent la monnaie volante, la lettre de change, qui existait déjà sous les Tang. Je m'excuse, je suis obligé de faire régulièrement référence à des dynasties chinoises. Les Tang, c'est de mémoire 620 quelque chose jusqu'en 940, quelque chose de ce genre-là. Donc déjà sur les Tang, ça apparaît. Et ensuite, évidemment, ça se développe beaucoup sur les Song, qui est sur la grande dynastie sous laquelle l'expansion marchande a lieu.
Et même des premières monnaies fiduciaires, la dynastie mongole, par exemple, c'est assez étonnant, la dynastie mongole a cherché à se passer complètement de l'usage de la monnaie métallique pour recourir uniquement au papier-monnaie. Ça a été une catastrophe, bon, peu importe, mais enfin c'est notable comme indication. Et évidemment, la constitution de ce proto-marché intérieur va avoir une interaction tout à fait positive importante, double sens du mot positif dans l'occurrence, puisque ça va dynamiser le développement du capital non seulement marchand, mais aussi industriel en permettant de développer tout un marché des biens de consommation, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, la Chine impériale, rien ne semble s'opposer a priori à ce que les rapports capitalistes de production prennent non seulement forme, mais consistance, se mettent à s'articuler et peut-être à subvertir tout ce qui peut être non capitaliste en Chine. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit finalement? Alors la question a été posée de multiples fois. Et elle a été, à mon avis, mal posée. Alors, je n'évoquerai qu'une manière de mauvaise position de la chose, que j'avais déjà, d'ailleurs, auquel j'ai déjà fait allusion lors de ma première conférence. Il y en a une deuxième plus récente, je la squeeze, je la signalerai simplement en passant, justement pour laisser le temps à la discussion. Bon, la manière dont on a généralement essayé de répondre à cette question aboutit à une impasse. Je faisais référence lors de ma première conférence aux travaux de ce sinologue britannique, Joseph Needham, qui naît en 1900, qui meurt en 1995, et qui est l'auteur d'une somme phénoménale, enfin du projet d'une somme phénoménale de 24 ouvrages intitulé Science and Civilization in China, qui vise tout simplement à montrer, à réunir toute la documentation possible et imaginable sur le développement des sciences et des techniques, d'ailleurs davantage des techniques que des sciences, en Chine, essentiellement pour montrer que la Chine a bénéficié sous ce plan-là d'une avance considérable qui se chiffre souvent non seulement en siècles, mais même en millénaires par rapport à l'Europe. Needham n'est pas au départ un sinologue, c'est je vous l'avais dit, un biologiste qui rencontre des collègues sinologues dans les années 30, qui découvre à travers ses collègues la civilisation chinoise. C'est du véritable, je dirais, choc pour lui, et il quitte sa discipline pour entamer cela. Alors incontestablement, la Chine a bénéficié, je vous disais, d'un perfectionnement technique aussi précoce que remarquable. Je ne ferai ici que prendre quelques exemples empruntés à Needham. La soierie, par exemple. Bon, la soierie chinoise est connue. La soierie est élaborée dès la fin du premier millénaire. Dès la fin du premier millénaire, enfin, pardon, je m'explique mal. Elle apparaît en Chine au début du premier millénaire avant notre ère, et on ne pourra rien faire de tel en Occident avant le début du deuxième millénaire, c'est-à-dire il y a vraiment 2000 ans d'écart en l'occurrence. Autre spécificité chinoise, la laque, qui restera cette fois-ci, la laque est élaborée de même façon au début du premier millénaire avant notre ère, et on ne produira une laque équivalente en valeur en Occident que dans les années 1900. Donc là, c'est vraiment 3 millénaires quasiment d'écart. Bon, autre exemple, c'est la porcelaine. Vous savez que la porcelaine chinoise, c'est autour d'elle que roulera une partie du commerce occidental par rapport à le commerce d'importation outre les épices. Or, les premiers exemples de porcelaine chinoise, encore rudimentaires, remontent au XIe siècle avant notre ère. La porcelaine chinoise est parfaitement mise au point entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, et les Européens courront après ça et ne parviendront à aucun résultat à peu près valable avant le 18e siècle. La papeterie offre le même exemple de ce type d'avance chinoise.
Les premiers papiers chinois dateront du XIIe siècle avant notre ère et on ne produira du papier à peu près valable en Europe qu'à partir du XIIe siècle de notre ère. Mais on peut prendre des choses moins exotiques et beaucoup plus banales. Par exemple, la métallurgie du cuivre et du fer chinoise est considérablement en avance. On produit un cuivre et un fer d'excellente qualité en Chine depuis le 5e siècle avant notre ère. À partir du 1er siècle, les Chinois sont même capables de procéder à la coquefaction du charbon bitumineux. On ne parviendra aux premières expériences de coquefaction de charbon en Angleterre que dans les années 1620 et le coke ne commencera vraiment à être utilisé dans la métallurgie britannique qu'à partir des années 1730. Par exemple, en 1078, on a précisément un relevé impérial qui montre que la production de Chine, la production de fonte en Chine en 1078 atteint le volume de 114 000 tonnes. Et à titre d'exemple, la production britannique de fonte en 1788 est de 68 000 tonnes. Donc vous voyez que la Chine produit quasiment le double de la fonte de ce que l'Angleterre, pourtant fleuron de la révolution industrielle en Europe, ne produit que 7 siècles plus tard. La Chine des Song en particulier, donc les Song, encore une fois, 960-1278, est une véritable explosion d'innovation technique. Les premières armes à feu, progrès de l'imprimerie qui est apparu sous la forme d'xylographie dès le 8e siècle, mais sous les Song, on met au point le système d'imprimerie avec caractères mobiles, d'abord des caractères en bois, à partir du début du 14e siècle, ce sont des caractères en bronze. Les premières horloges, proto-horloges mécaniques, bon, très rudimentaires, il faut bien le dire, mais aussi des ponts en arc-en-ciel qui font l'admiration je dirais, des visiteurs occidentaux encore aujourd'hui, des navires. Alors là, on a des chroniques, possible qu'ils soient exagérées, mais les chroniques chinoises décrivent des navires qui sont longs de 100 à 120 mètres, larges d'une cinquantaine de mètres, qui ont des coques doubles, qui sont compartimentés, qui comprennent jusqu'à 4 ponts, qui sont capables de porter jusqu'à 6 mâts, capable d'emporter plusieurs centaines de personnes, jaugeant jusqu'à 3000 tonneaux. On est totalement incapable en Europe à la même époque de faire la même chose. Et on a même des exemples à documenter de premiers bateaux à aubes, de roues à aubes, qui fonctionnent sur le Grand Canal. Bref, Needham, qui met tout ça en évidence, se trouve face à la question suivante. Je reprends exactement les termes, la manière dont, les termes dans lesquels il se pose la question. Si les Chinois ont joui pendant l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, alors il s'agit évidemment de notre Antiquité et de notre Moyen-Âge, un des grands défauts, c'est très étonnant, y compris j'ai vu ça sur les sinologues même actuellement, un des grands défauts de la sinologie européenne, c'est d'essayer à toute force d'essayer de faire entrer l'histoire chinoise dans le découpage européen. C'est une bêtise, ça n'a aucun sens. Bon, mais c'est une parenthèse. Si les Chinois ont joui pendant l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge d'une telle avance, sur le plan technique, comment se fait-il que la révolution scientifique et industrielle, celle qui fit accéder le monde à l'ère de la science moderne, se soit produite en Europe, et seulement en Europe? Et il reste évidemment face à la question, parce qu'il ne parvient pas à la répondre. Alors, il me semble que si je me suis longuement étendu là-dessus, c'est à des fins évidemment de démonstration personnelle, toutes contraires. Je vous l'ai signalé l'autre jour, à mon avis, la réponse est dans la question, c'est que la question est mal posée. Ce que montre l'exemple de la Chine, c'est qu'il ne suffit pas de disposer d'une formidable avance technique, dans une moindre mesure scientifique, j'y reviendrai. Là, je pense que Needham, il y a des choses qu'il n'a pas vues, et que ce n'est même pas nécessaire, parce que ce n'est pas ça qui va être déterminant, je dirais, dans la possibilité pour des embryons de rapports capitalistes de production de transcroître et de finir par subvertir toute l'économie et la société environnante. Il faut chercher des facteurs déterminants, je dirais, ailleurs. En fait,
l'effort de Needham, repris par bien d'autres, témoigne d'une sorte de fétichisme de la technique qui autonomise le développement de celle-ci par rapport au rapport de production et par rapport à l'ensemble des rapports sociaux. Or, je dirais, dans une perspective marxiste classique, on nous a quand même enseigné que ce qui est déterminant, c'est la dialectique de la croissance et du développement des forces productives avec les rapports de production. Et contrairement, par contre, à ce qu'un certain marxisme a longtemps, je dirais, sur lequel il a longtemps insisté, mais qu'on trouve d'ailleurs chez Marx, je dirais, en quoi le marxisme n'était pas totalement infidèle à Marx, dans ce couple force productive et rapports de production, pour ma part, je tiens que ce sont les rapports de production qui sont le facteur déterminant. Parce que si les forces productives décident de la possibilité ou de l'impossibilité du développement de certains rapports de production, certes, c'est bien les rapports de production qui déterminent la nécessité du développement ou non des forces productives. Donc je dis ça juste en passant, et je signale que je voulais développer là, mais je ne le ferai pas pour laisser le temps à discussion, vous voyez que je suis prêt vraiment à des sacrifices, à une autre tentative plus récente de répondre à la question, mais qui se heurte aussi à l'impossibilité de prendre en compte les rapports de production, et qui est la tentative faite par Kenneth Pomerantz. Alors si vous voulez, je pourrais y revenir dans la discussion, mais je passe là-dessus. Bon, alors, reprenons la question et voyons, justement, à partir de cet angle, qu'est-ce qui, dans les rapports de production, lato sensu, les rapports de propriété qui sont afférents, qui ont cours en Chine, va venir faire obstacle à ces embryons de développement proto-capitaliste qui existent pourtant. Alors, il y a différents points que je vais passer en revue et discuter à partir de là. Le premier point qui me paraît important de signaler, c'est le régime de propriété foncière qui est le propre de la Chine impériale. Alors, dès Léan, je rappelle Léan, moins 202 avant notre ère, plus 220 après, enfin, de notre ère, sous les premiers Tang, donc 618-755, et la période des Song, ce qui est fondamentalement affirmé, c'est le monopole impérial de la propriété foncière. Toute la terre, sol et sous-sol, appartient à l'empereur. Et il n'y a par conséquent aucune possibilité formelle, on verra ce qu'il va en être tout de suite, d'appropriation privative. En fait, des formes d'appropriation privative vont bien se développer sous ces différents empires et bien plus encore sous les dynasties suivantes, celles des Ming et des Qing qui nous intéressent plus particulièrement. Elles vont se développer sous une double forme. D'une part, sous la forme de possession domaniale que j'appellerais aristocratique, fort de mieux, c'est-à-dire ce sont les possesseurs en question font partie des élites administratives et politiques de l'empire impérial, de l'État impérial, pardon, et d'autre part sous la forme de possession parcellaire paysanne. On est évidemment là aux deux bouts exacts de la hiérarchie sociale. Mais en fait, je dirais, ces formes de possession font illusion. Je vais expliquer en quoi. Dans le premier cas, dans le cas des possessions foncières privées, le monopole impérial, on y déroge nullement. Passons en revue les différents cas qui peuvent se posséder. On a le cas des fonctionnaires. Comment est payé un fonctionnaire chinois, un mandarin? Il est souvent sous le fait qu'on va lui donner, on va lui allotir un domaine, un lot foncier sur lequel il y a des paysans qui travaillent, et évidemment il est autorisé à prélever un surplus là-dessus, ou on va lui allotir des redevances fiscales adossées à un domaine foncier. Mais cet allotissement ne vaut que le temps qu'il est en fonction. Il perd évidemment toute jouissance de cet allotissement dès lors que, par exemple, il quitte ses fonctions ou il démite ses fonctions, il meurt, etc. C'est nullement transmissible, bien que, évidemment, les mandarins feront en sorte d'essayer de placer leur fils pour que, etc., mais ça ne marche pas. Deuxième cas qui peut se produire, c'est le cas des eunuques de la cour impériale, et des fonctionnaires, d'ailleurs, parfaitement rivaux. Il y a des guerres intestines sur les Ming et Qing entre eunuques et fonctionnaires. Eux peuvent faire l'objet, outre les allotissements
que je viens de signaler peuvent faire l'objet de gratification impériale, c'est-à-dire parce qu'ils ont rendu des services éminents à l'empereur ou au régime, etc. On les gratifie d'allotissement, mais c'est des gratifications tout à fait précaires. C'est-à-dire c'est un fait du prince que le prince peut reprendre à tout moment. Il suffit d'une révolution de palais pour qu'ils aient des plus et ils s'en trouvent privés, sans compter qu'ils peuvent y perdre aussi la tête par la même occasion. Reste enfin pour étirer le cas le plus symbolique, celui des familles princières, c'est-à-dire la famille de l'empereur ou des familles alliées, dérivées de la famille impériale. Évidemment, là, les possessions sont plus stables, mais en définitive, sont toutes relatives à la position de ces familles à l'intérieur de l'État impérial. C'est-à-dire qu'il suffit d'une révolution de palais ou, a fortiori, d'un changement de dynastie pour que ces familles princières perdent à peu près tout. Intéressons-nous à l'autre bout de l'échelle sociale aux familles paysannes. Là non plus, on ne peut pas, à proprement parler de propriété privée de la parcelle. Ce dont une famille paysanne chinoise dispose, c'est d'une possession usufruitière d'une parcelle du sol. Possession usufruitière qui est viagère, qui est éventuellement même héréditaire. Autrement dit, elle a le droit d'user de cette terre, de la faire fructifier, à condition qu'elle paye les redevances en corvée, en nature ou en espèces qui sont exigées d'elle. Mais la propriété éminente du sol reste parfaitement entre les mains de l'empereur, c'est-à-dire de l'État, qui peut démettre une famille de sa possession à tout moment dès lors qu'elle ne satisfait pas à ses redevances, ou même simplement parce qu'elle ne s'est écartée des règles qui président, par exemple, à la répartition des fonctions du sol entre les biens de subsistance immédiate, le riz par exemple, et la culture de matières premières à destination industrielle. Parce que tout ça est strictement réglé. Autrement dit, non seulement la terre n'appartient pas à celui qui la cultive, mais même celui qui la cultive ne peut pas la cultiver comme il l'entend. Il y a des orientations productives très strictes données par le mandarinat local, à partir évidemment des éléments déterminés par le mandarinat central. De plus, cette famille paysanne, elle n'existe pas comme telle. Elle existe comme une famille à l'intérieur d'une commune. La véritable unité, c'est la commune paysanne. Le lot, l'allotissement se fait par commune et ce sont les communes qui répartissent entre les différentes familles les lots en question. Ce qui signifie sous un moment qu'évidemment la famille paysanne en question est totalement tributaire de toute une distribution des travaux entre ces familles et qu'elle ne peut pas en faire n'importe quoi. Bref, cela a des conséquences extrêmement importantes. D'une part, je repars vers le haut, les différents membres de l'élite impériale bénéficiant d'allotissement foncier n'ont évidemment strictement aucun intérêt à se préoccuper des terres qui leur sont allotties. Ils ne se comporteront jamais comme des propriétaires qui cherchent à valoriser la rente foncière et encore moins comme des capitalistes marchands, pourrait-on dire, destinés à ajouter à la rente le profit marchand. D'autre part, ce régime de propriété foncière limite nécessairement l'expropriation de la paysannerie. Celle-ci se développe pour les facteurs que je vous indiquais, mais dès qu'elle dépasse un certain seuil, il y a à chaque fois une rétroaction qui se produit, qui voit le mandarinat local ou central reprendre les choses en main, réallotir les terres dont les paysans avaient été expropriés à des familles paysannes, tout simplement parce que toute la structure impériale, pourrait-on dire, et le mandarinat, pour commencer, repose sur ce couple pouvoir central commune paysanne. Ça fait partie fondamentalement de ce qu'en chinois on appelle, en mandarin on appelle le tianming, c'est-à-dire le mandat céleste. Et tout le but de l'empereur est de garantir justement le maintien de ce tianming et le maintien par conséquent de la paysannerie sur les terres.
Deuxième obstacle dans la direction desquels il faut pointer, c'est les entraves qui vont être apposées par la Chine impériale de différentes manières au développement du capital marchand et à la formation de la bourgeoisie marchande comme classe sociale. Premier obstacle sur cette voie, c'est l'absence de toute autonomie administrative et a fortiori de toute autonomie politique des villes chinoises. On sait l'importance qu'a joué dans le développement du capital marchand à l'intérieur des structures féodales en Occident, la capacité de la petite bourgeoisie artisanale et de la bourgeoisie marchande à s'assurer un pouvoir différent du pouvoir général, opposé à lui, sous la forme par exemple des franchises obtenues de l'empereur, du roi ou des pouvoirs féodaux laïques et religieux, et qui vont servir, je vous l'avais dit, de base matérielle et institutionnelle au développement des activités marchandes et du pouvoir. Rien de tel en Chine. Les villes chinoises resteront toujours sous le contrôle du pouvoir impérial, par mandat interposé. Il s'y formera des corporations d'artisans, il s'y formera des guildes de marchands, mais qui n'auront jamais aucune voix au chapitre. Donc rien de tel équivalent à ce que sont les chartes urbaines. En deuxième lieu, le capital marchand et la bourgeoisie marchande n'ont jamais bénéficié d'un soutien du pouvoir impérial. Celui-ci leur fait souvent obstacle par exemple, ses propres monopoles commerciaux ou industriels. Selon les époques, ce monopole porte sur le sel, l'alcool, le thé, les mines, le commerce extérieur, et même périodiques interdictions aux marchands d'acquérir des terres ou d'entrer dans le mandarinat. Il ne s'est jamais esquissé en Chine, ne serait-ce que l'embryon ou l'esquisse de politiques mercantiles. On a vu leur importance en France. Et au contraire, le pouvoir impérial a toujours manœuvré de telle manière qu'il manifestait une méfiance profonde à l'égard du commerce et des marchands. C'est qu'en troisième lieu, la culture impériale chinoise est en fait une culture fondamentalement hostile à la pratique du commerce de marchandises et au commerce d'argent, à l'enrichissement par le commerce et par conséquent à l'accumulation de capital marchand. Cette culture impériale est dominée, vous le savez, par le confucianisme, et le confucianisme considère le commerce comme une activité fondamentalement déshonorante dans la hiérarchie des ordres ou des degrés de dignité que le confucianisme établit. La position du marchand est la position inférieure. Viennent d'abord les lettrés, puis les paysans, puis les artisans, et les commerçants viennent en dernier. Et de tous les commerces, les penseurs confucéens considèrent comme étant le plus méprisable le commerce extérieur, dont on sait pourtant que, évidemment, le commerce lointain, il est particulièrement favorable à l'accumulation de capital marchand, parce que, à leurs yeux, le commerce extérieur présente ce défaut majeur de montrer que la Chine n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite puisqu'elle a besoin, en quelque sorte, de l'apport extérieur. Elle se nourrit de l'extérieur, là où, dans la pensée chinoise en général et la pensée confucéenne en particulier, la Chine est une totalité autosuffisante. En quatrième lieu, donc quatrième obstacle sur la voie de l'accumulation du capital marchand, il faut signaler en définitive que l'échange marchand, pourtant amplement développé en Chine, sous la forme d'échanges marchands intérieurs ou extérieurs, va rester quelque chose de secondaire dans l'économie chinoise. Et on peut le montrer à un double niveau. D'abord, ça va rester secondaire pour la commune paysanne, qui est l'unité de base, l'unité économique de base. Une commune paysanne, Marx le souligne d'ailleurs à plusieurs reprises dans les quelques textes qu'il consacre à la Chine, aussi bien qu'à l'Inde, qui est d'abord caractérisée par sa relative autarcie, sa relative capacité à subvenir par elle-même à son besoin. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas, la commune chinoise était pourvue d'une telle capacité autarcique,
on ne comprendrait pas la facilité avec laquelle la structure impériale et tout l'édifice de l'empire, enfin de l'État impérial et de l'empire chinois se reconstituent régulièrement en quelques années, ou pire, une ou deux décennies, après des catastrophes qui voient cette structure complètement s'effondrer. Catastrophes de caractère écologique, inondation catastrophique du Hanghe, nid de sauterelles, sécheresse, etc., ou catastrophe politique. Je dirais, catastrophe politique que représentent les invasions des peuples du Nord ou les effondrements des dynasties sous l'effet des révoltes intérieures, etc. Et pourtant, la nouvelle dynastie se rétablit et pouf, on voit tout se remettre en place comme par enchantement. Capacité d'autarcie aussi, alors encore plus remarquable peut-être, de la Chine dans son ensemble. On ne comprendrait pas qu'on a eu affaire à une formation dans laquelle le pouvoir impérial, à différents moments de l'histoire, ait pris la mesure de, je dirais, bloquer complètement la Chine, de la fermer entièrement, d'interdire toute forme de commerce avec l'extérieur, et pourtant, tout continue à se développer en Chine comme si, justement, rien ne s'était passé. Au plus fort, par exemple, de l'ouverture de la Chine sur le commerce extérieur maritime. C'est sous les Song que ça se produit, sous les Song du Sud en particulier. Vous avez toutes les provinces du Sud, les actuelles provinces qui sont à la manœuvre dans le développement capitaliste chinois, le Fujian par exemple. Dans le Fujian, vous avez toute une industrie de la céramique qui va se développer, qui est destinée exclusivement à l'exportation, qui travaille à l'exportation. Et bien, j'ai retrouvé dans un article qui est consacré à cette industrie l'indication que cela n'occupait au plus haut du développement en question que 2% des familles. Donc, c'était totalement marginal, on comprend bien qu'on peut fermer ça, et en fait, ça ruine pas grand monde. Et tout cela, pourrait-on dire, est parfaitement, entre parfaitement en contraste avec l'intense activité marchande et d'accumulation de capital marchand dont la diaspora chinoise est capable en dehors des frontières de la Chine. C'est-à-dire cette diaspora qui va se développer tout autour des mers de Chine, parce qu'il y a des Chinois dans l'archipel nippon, il y a des Chinois dans l'archipel philippin, il y a des Chinois dans l'archipel indonésien, il y a des Chinois dans tous les États de l'actuelle Indochine, etc., qui tiennent à peu près toutes les sections de ce commerce. Mais précisément, il est absolument remarquable que c'est en dehors de la Chine, pourrait-on dire, que les esprits animaux capitalistes de la Chine, les Chinois, ont pu se développer. Autrement dit, l'exception que constitue cette diaspora chinoise et l'activité de cette diaspora chinoise hors de la Chine confirme la règle. Je commence à fatiguer quand même, là. Bien. Troisième type d'obstacle qu'on va rencontrer à le développement du capital, cette fois-ci spécifiquement du côté du capital industriel. Et il faut pointer ici deux obstacles. Je regarde, il me reste 13 minutes. Le premier, c'est quelque chose qui va paraître bizarre, c'est ce que j'appellerais le statut juridico-économique de la force de travail en Chine, qui est en fait le pendant du statut des moyens de production. La force de travail en Chine est en principe à la disposition des gouvernants, de leurs officiers, des titulaires de possessions et de bénéfices fonciers, et elle est abondante, voire surabondante. Ce qui explique d'ailleurs que la Chine soit capable d'entreprendre des travaux collectifs à des échelles pharaoniques au sens propre du terme. Pensons au percement et à l'entretien de tous les canaux d'irrigation, de tous les canaux de communication entre les deux bassins fluviaux. Pensons à tous les palais qui se construisent, pensons évidemment à la Grande Muraille de Chine, etc., etc. La conséquence, je dirais, immédiate de cette surabondance de la main-d'œuvre et de sa disponibilité, c'est qu'on n'est guère, quand je dis en Chine, on n'est guère en Chine porté à économiser cette ressource facilement disponible. Autrement dit, rien ne sera fait particulièrement pour développer la productivité du travail. Et donc pour développer les moyens mécaniques permettant de développer la productivité du travail.
De manière tout à fait singulière, le principal moteur en Chine restera le moteur humain. Et cela jusque tardivement sous les Qing, par exemple. Ainsi, est-il remarquable qu'on fasse assez peu usage, en tout cas beaucoup moins qu'on aurait pu le faire, du buffle comme moteur, de l'animal, pas de trait, qu'est le buffle, dans l'agriculture chinoise. L'arère ou la charrue est souvent tractée par un homme ou une femme dans la rizière. De même, on fait relativement peu appel au cheval ou à l'âne comme animal de bas ou de trait, et ça donnera évidemment ces chaises à porteurs chinoises qui parcourent des centaines de kilomètres et qui transportent de cette manière-là des mandarins ou des marchands. Encore plus remarquable est la sous-utilisation en Chine des moteurs mécaniques, moulins à vent, moulins à eau, pour lesquels les Chinois disposent pourtant, comme sur tous les autres plans, d'une avance souvent considérable dans leur mise au point par rapport à l'Europe. Et plus remarquablement encore, les Chinois qui sont maîtres de toutes les techniques, je dirais, du feu, la céramique, la métallurgie, etc., il n'y a aucun essai pour utiliser ce qu'on appelle à l'âge moderne la force motrice du feu, c'est-à-dire ce qui va donner lieu à la machine à vapeur, alors que pourtant tous les mécanismes à machine à vapeur, hormis le vilebrequin, sont connus des Chinois. Le deuxième obstacle qui va se dresser sur la voie, spécifiquement sur la voie du capital industriel, a à voir avec certaines caractéristiques de la pensée chinoise. La pensée chinoise classique, impériale, conserve disons, une forte dose de magie et de ritualisme. Prédomine encore l'idée que les phénomènes naturels sont l'œuvre de puissances surnaturelles avec lesquelles il faut, je dirais, transiger, entrer en tractation, et évidemment la forme, c'est le rite, l'accomplissement des rites. La vie chinoise est extrêmement ritualisée, tout le monde est tenu d'accomplir des rites à différents types, y compris l'empereur, qui accomplit les rites majeurs, c'est-à-dire les rites qui assurent la parfaite harmonie entre la terre et le ciel. Et lorsque se produisent des phénomènes naturels, je dirais, inexplicables et surtout dommageables, tels que des sécheresses, des nuées de sauterelles, des tremblements de terre, tout le monde se met à douter immédiatement du fait que l'empereur est encore titulaire du mandat céleste. Peut-être que justement il n'a pas fait, mal fait, ou qu'il n'est plus digne d'accomplir les rites en question. Il y a quand même une dimension évidemment aussi de rationalité dans la pensée chinoise. Il ne faudrait pas les prendre pour des primitifs, qui ne sont pas, et même les primitifs ne sont pas des primitifs. Mais cette dimension de rationalité est opérée par des considérations souvent pragmatiques ou des considérations souvent de politique et morale qui fait qu'elle a du mal à élaborer la distinction entre sujet et objet qui est à la base de la rationalité occidentale depuis la pensée grecque. Alors je tiens ça, je ne l'ai pas inventé, je tiens ça d'une étude très précise qui est parue, dont l'auteur est chinois, donc il sait de quoi il parle, qui est parue il y a 3 ans aux presses universitaires de Dijon. Monsieur s'appelle Zhang Zhenguo, Pensée chinoise et raison grecque. D'autre part, ce qui va faire presque autant et plus défaut à l'élaboration d'une pensée rationnelle nécessaire pour le développement évidemment des formes contemporaines du capitalisme industriel, c'est l'existence de ce qui va être la condition sociale, je dirais, de la révolution scientifique en Europe, c'est-à-dire l'existence de réseaux de savants correspondant entre eux, puis la constitution de sociétés de savants, de sociétés savantes, qui permet la confrontation des résultats, la confrontation des hypothèses, la discussion des théories, et qui vont être les véritables foyers de ces révolutions intellectuelles que connaît l'Europe moderne, la Renaissance et les Lumières. Autrement dit, ce qui fait aussi défaut, c'est plus généralement la discussion publique. Et l'absence de véritable société civile. Autrement dit, on pointe là une fois de plus en direction du conservatisme
et de l'autoritarisme de ceux qui contrôlent littéralement l'expression publique, le mandarinat lettré, qui est surtout à partir de la constitution de ce qu'on appellera le néo-confucianisme sous les Ming, se sclérose complètement, et on va répétant d'année en année, enfin tous les 2-3 ans, où sont organisés les examens de recrutement, les classiques, il faut connaître ces classiques, on ne pense qu'un peu par les classiques, etc. Enfin, il faut signaler autre chose, c'est que quelque part, le remarquable manque de curiosité des Chinois à l'égard de ce qui n'est pas chinois. Or, ce qui n'est pas chinois leur arrive quelquefois. Il leur arrive même assez massivement au XVIe siècle sous la forme de ces personnages que j'ai déjà évoqués, n'est-ce pas, qui sont risibles, les jésuites. Les jésuites à la cour de Chine, les jésuites qui arrivent à la cour de Chine sont des savants, de vrais savants. Et ils vont intéresser les Chinois, mais ils vont les intéresser de manière très particulière. Ils vont s'intéresser essentiellement aux applications pratiques. Ils vont être rapidement bien en cours parce qu'ils vont pouvoir réformer le calendrier chinois qui était complètement chamboulé parce que c'était le vieux calendrier musulman totalement déphasé, c'est un calendrier lunaire qui est complètement déphasé par rapport au soleil. Or, les rites d'accomplissement, d'ouverture des travaux, d'ouverture des boissons en étaient complètement bouleversés. Eux, ils vont remettre ça en place. Ils vont s'intéresser aussi à l'imprimerie, bon, moyennement, à l'horlogerie. Ça, ils vont être mais ils vont acheter aux Chinois et aux marchands européens force horloge, mais ils continueront à se référer à leur clepsydre et ils ne modifieront pas l'horlogerie. Et pire encore, ils vont s'intéresser à l'artillerie, ils vont apprendre auprès des jésuites, parce que certains de ces jésuites ont eu une formation militaire. L'art et la manière de parfaire des canons qui sont déjà très en retard par rapport aux canons européens, alors qu'ils sont l'inventeur de la poudre à canon. Mais une fois qu'ils auront appris ça, ils ne perfectionneront pas. Et c'est avec les canons, les modèles de canons construits par les jésuites à la fin du XVIe siècle à la cour impériale que les Chinois affronteront les canonnières européennes lors de la guerre des l'opium en 1840. C'est vous dire, évidemment, le ravage que ça va constituer. Or, ils avaient la possibilité de s'interroger. Il y a même quelque chose qui m'a beaucoup frappé. La période la plus grande d'ouverture de la Chine sur le monde non chinois se situe lors de cette période, enfin cette dynastie dont les Chinois sont particulièrement peu fiers, parce que c'est une dynastie non chinoise, c'est une dynastie mongole, les Yuan, les Mongols, quoi, qui, à partir de Gengis Khan, se mettent à envahir toute l'Eurasie, et donc établissent un empire qui va de Pékin jusqu'aux portes de Varsovie, et dans lequel vont se mettre à circuler pendant le court siècle où ils tiennent cela, bien que l'empire mongol se fractionne, vont se mettre à circuler plein d'Européens. Bon, le plus connu, c'est Marco Polo. Il n'y aura pas un seul Chinois pour faire le voyage en sens inverse. C'est-à-dire, on va trouver des centaines d'Européens se précipiter en Chine pour découvrir la Chine, on ne verra pas un seul Chinois partir dans le sens inverse. Les Chinois resteront convaincus de la supériorité de leur mode d'organisation et n'apprendront pas. Alors, il me reste 4 minutes. Donc, je saute un paragraphe et j'en viens directement à ma conclusion. Alors, c'est une hypothèse, hein, je vous la livre comme une hypothèse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de la première conférence. La condition nécessaire de la formation des rapports capitalistes de production, ou du moins, pas exactement des rapports capitalistes de production, mais de la capacité à subvertir des rapports non capitalistes, capacité pour des embryons de rapports capitalistes de production, à subvertir des rapports non capitalistes, c'était le féodalisme. Il n'a jamais existé en Chine. Il y a eu, dans les phases de déclin, des processus de morcellement qui a vu apparaître, en particulier dans la longue période qui sépare, qui porte un nom dont je ne me souviens plus, la longue période qui sépare la chute définitive des rangs 220 de notre ère, avec la reconstitution par les... C'était juste avant les Tang, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, une courte dynastie qui règne de la fin du VIe siècle jusqu'en pendant peine une vingtaine d'années, ça fait que j'ai oublié. Donc sur ces 350 ans,
il y a eu un morcellement de la Chine et dans certains secteurs, effectivement, quelque chose comme le féodalisme s'est esquissé. Mais cela n'a jamais existé en Chine. Et puis surtout, retenons la leçon, enfin je dirais, je réavancerai mon hypothèse, la condition suffisante de l'expansion des rapports capitalistes de production en Europe, ça a été l'expansion commerciale et coloniale en dehors. Or, rien de tel ne s'est produit en Chine, alors que tout y était en place pour le faire, sous les Song en particulier et sous les premiers Ming. Il y a un épisode que je rappellerai, que vous connaissez peut-être, parce qu'il est symbolique. Il est même étonnant, plus que symbolique. Entre 1405 et 1423, il s'est trouvé un amiral Zhang He, qui a conduit une série de 7 expéditions maritimes, qu'il a amené des expéditions qui étaient formidables, qui réunissaient des dizaines, peut-être même 2 à 3 centaines, pour certaines, de navires, en direction de l'Asie du Sud-Est, donc en direction de l'actuelle Indochine, vers Java, Sumatra, la Malaisie, le Siam, la Thaïlande si vous préférez, vers Ceylan et Malabar, qui va aborder les côtes indiennes, qui va pousser même à partir de la 4e expédition jusque vers la mer Rouge, et qui va, lors de la 7e expédition, même descendre le long des côtes orientales de l'Afrique. Donc les Chinois montrent qu'à ce moment-là, ils étaient parfaitement capables de prendre possession de l'ensemble, je dirais, des mers et océans indiens. Ils rentrent, ils décèdent, et en 1433, au terme de sa 7e expédition, et l'empereur qui règne à ce moment-là, l'empereur Ming, Xuande, qui a régné entre 1425 et 1435, met brutalement fin à tout cela. Il prend des édits royaux qui commencent à limiter toute l'activité maritime chinoise. Ses successeurs en feront autant. À la fin du siècle, on est à la fin donc du XVe siècle, aux environs de 1495-1500, tout Chinois qui était pris en possession d'une barque qui dépassait à peu près les 8 mètres, les 10 mètres, était mis à mort. Autrement dit, c'est un exemple de cette fermeture de la Chine sur elle-même. Je pense que ça a été le grand tournant de l'histoire chinoise. Je pense que si cet acte inaugural d'expédition s'était poursuivi, et la Chine en avait les moyens, bien évidemment, tous les mécanismes qui ont activé le développement du capital marchand en Europe occidentale auraient pu parfaitement activer un développement équivalent en Chine et auraient permis que s'enclenche un processus de subversion petit à petit de l'ensemble de la formation impériale chinoise. Donc ma conclusion est simple, je dirais pourquoi le capitalisme ne s'est pas développé en Chine, mais tout simplement parce que la Chine impériale, du fait de la structure impériale, parce qu'évidemment on voit bien qu'est en jeu ici la structure impériale, a tourné le dos à la mer, s'est concentré sur les terres. D'ailleurs, symboliquement et symptomatiquement, ça correspond au déplacement de la capitale traditionnelle qu'est Nanjing vers Pékin, Beijing, c'est-à-dire aboutit à la création d'une capitale qui est au bord de la frontière parce qu'on craint le retour des Mongols, qu'il s'agit d'abord de se défendre contre les Mongols et qu'il n'est pas question de s'occuper d'aller faire des expéditions outre-mer alors que l'ennemi est à nos portes dans le nord. C'est pour moi, je dirais, ce qui va décider. Et ce qui est très remarquable, c'est que cet acte a lieu exactement au moment où les Européens se lancent dans le processus inverse. Rappelez-vous, 1415, c'est l'acte par lequel les Portugais prennent Ceuta et commencent à descendre le long des côtes. Bon, il y a là une espèce de clin d'œil de l'histoire. Bon, c'est peut-être une coïncidence tout à fait fortuite, mais elle est quand même remarquable. Bon, j'ai dû déborder de 2 minutes. J'en ai fini. Donc on peut discuter
de l'intervention d'aujourd'hui, évidemment, peut-être en priorité, mais aussi revenir sur des points qui n'ont pas pu être abordés lors des jours précédents. C'est bon ça? Merci pour cet exposé. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je dois monter le son, je pense. Donc ça va. Merci pour cet exposé que j'attendais avec impatience depuis le premier tour, parce qu'on voyait très bien dès le premier tour que cette question de la Chine allait être tout à fait centrale dans votre exposé. Je voudrais quand même dire un mot sur Needham. Moi, ce que je retiens de Needham, c'est que j'en sais bien, je ne suis pas sinologue non plus, je suis scientifique, c'est que précisément l'élément essentiel que Needham attribue le fait que le capitalisme ne se développe pas en Chine, c'est l'absence d'une bourgeoisie qui puisse se développer, qui ait sa conscience de classe dans les de classe. Donc je ne vois pas très bien le procès que vous lui faites. En réalité, il a tout à fait une analyse marxiste dans le sens que vous semblez souhaitiez. Maintenant, autre chose est que Needham essaie de comprendre aussi pourquoi la révolution scientifique n'a pas eu lieu en Chine, et ça c'est effectivement une question qui n'est pas nécessairement directement liée avec l'avènement d'une bourgeoisie, encore qu'il souligne, je crois être vrai, que non seulement l'inspiration, mais le besoin de la bourgeoisie de développer les innovations, la recherche des innovations pour augmenter le profit, est évidemment un facteur important du développement technologique. Concernant l'aventure maritime, je trouve, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous prenez en fait, semble-t-il, en partie la thèse de Pomerantz, qui, dans son bouquin sur la grande divergence, fait remarquer qu'au début du XVIIIe siècle, le niveau de développement et le niveau de vie des populations dans la région de Shanghai est équivalent à celui de l'Angleterre. Et qui se pose la question, comment se fait-il que les choses ne se sont pas passées? Et il attribue là une importance qui est grande, je trouve qu'il faut la mentionner ici, au fait que la marine, les conquêtes coloniales de l'Angleterre en particulier, ont permis de nourrir cette classe ouvrière anglaise. Cette classe ouvrière anglaise n'a pas été nourrie principalement ou uniquement par les paysans anglais, mais bien sûr, comme vous l'avez indiqué, aussi par les Hollandais, les Danois, mais aussi par le sucre et le rhum des Antilles et par le blé venant d'Amérique. Donc, cette importance de la conquête maritime, pas seulement dans la constitution de la bourgeoisie, mais aussi dans le fait de la constitution du prolétariat. Je pense que c'est un point sur lequel vous serez probablement d'accord. Voilà, c'est les deux solutions que je voulais aborder. Merci. Alors, rapidement, s'agissant de Needham, le problème avec Needham, c'est qu'il a effectivement deux fers au feu et il les réunit, c'est-à-dire d'une part le développement technico-scientifique et d'autre part l'action de la bourgeoisie, mais justement il ne donne à l'action de la bourgeoisie il donne l'action de la bourgeoisie il donne pour but à l'action de la bourgeoisie principalement le développement des techniques et des sciences. Et il ne voit pas, je dirais, tout ce qui va faire obstacle à sa constitution, tout ce qui dans la structure impériale fait obstacle à sa constitution de classe sociale. Alors, ça me permet de compléter, c'est le passage que j'ai sauté, je revenais sur cette question. Alors, je citais un facteur, c'est bien évidemment l'absence d'autonomie des villes. Il y en a un autre, c'est l'impossibilité de constituer une véritable propriété privée. Parce que la propriété privée, qu'elle soit mobilière ou immobilière en Chine, restera toujours sous l'hypothèque du pouvoir impérial. Par exemple, l'empressement que le patricien marchand chinois a de mettre à l'abri une partie de son patrimoine en faisant don à des monastères. Évidemment, apparemment il le perd, mais comme il se trouve qu'à la tête du monastère c'est un frère, un cousin, un oncle, etc., ça ne sort pas de la famille. Ça a à voir aussi avec le fait qu'il ne s'est jamais développé en Chine un droit civil, ce qui va venir considérablement entraver la capacité à former des relations marchandes.
C'est-à-dire que l'effectuation des contrats ne sera jamais garantie par l'existence d'un appareil d'État assurant en dernière instance l'exécution des contrats sous la forme évidemment d'une capacité à punir les contrevenants, et rendra l'exécution des contrats fondamentalement tributaire de l'existence de contraintes de type familial, clanique ou diasporique, et donc limitera l'échelle sur laquelle peut s'accumuler le capital marchand. C'est-à-dire ça a des conséquences énormes. Et enfin, à partir de là, on voit bien la minorité politique dans laquelle se trouvera constamment la bourgeoisie chinoise, qui à aucun moment, même jusqu'au dernier moment de l'écroulement des Qing, début du XXe siècle, ne tentera rien contre la structure impériale. Ce sera en quelque sorte chacun pour soi, sous la forme de la corruption. On ne peut pas subvertir la structure impériale, on ne peut pas la pénétrer, puisqu'on essaie de la pénétrer en plaçant ses enfants dans les concours, etc., mais la principale manière d'essayer de l'utiliser, c'est la corruption. Or, la corruption, c'est dangereux, évidemment, à pratiquer, puis surtout, la corruption, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que si j'arrive à corrompre un fonctionnaire, c'est mon voisin qui n'y parviendra pas, puisque c'est moi qui bénéficierai de ce dont le fonctionnaire me fera bénéficier, et c'est au détriment de la cohésion de l'ensemble de la classe. C'est-à-dire une classe bourgeoise ne peut pas se constituer à travers la corruption sans compter tout ce que j'ai dit précédemment, et sans compter autre chose d'ailleurs, c'est l'impossibilité, ça aussi c'est un facteur sur lequel je comptais venir, l'impossibilité que se constitue l'individu. Il n'y a pas de place pour l'individu dans la Chine impériale. Il est complètement, je dirais, prisonnier des rites familiaux, claniques, des rites impériaux, etc., etc. Il n'y a pas de possibilité, sauf pour des individualités marginales, il y en a existé, c'est pas ça, mais comme phénomène de masse, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est le ritualisme qui l'emporte. D'où, par exemple, l'absence de l'équivalent de ce que sont les révolutions culturelles qui se produisent dans l'Europe moderne, l'absence de l'équivalent de la Renaissance, de la Réforme, des Lumières, etc. Quant à Pomerantz, le principal reproche que je lui adresse, c'est que, d'accord avec tout ce que vous avez dit concernant Pomerantz, sauf qu'il raisonne à peu près de la manière suivante, c'est-à-dire, il dit la grande divergence, puisque c'est dans ces termes-là, entre le Jiangnan, donc la région à peu près de Shanghai et l'Angleterre à l'époque, dont il considère qu'elles sont à peu près équivalentes dans la capacité industrieuse, au niveau du taux de productivité du travail et tout. C'est qu'il dit, une révolution industrielle, il raisonne à peu près comme ça, une révolution industrielle se heurte à ce problème écologique, parce qu'il raisonne dans ces termes-là, un problème écologique que constitue le conflit de l'usage des terres, puisqu'il faut harmoniser entre la partie des terres qui va devoir nourrir les hommes, la partie des terres qui va devoir nourrir l'industrie, c'est-à-dire lui fournir des matières premières, et la partie des terres qui va devoir fournir du combustible. Alors le combustible, ça peut être le bois ou ça peut être le charbon. Et il dit l'avantage de l'Angleterre sur le Jiangnan, c'est que il y a des hectares fantômes, ce sont ses propres termes, des hectares fantômes. Les hectares fantômes de l'Angleterre, c'est évidemment les colonies. Il n'y a rien d'équivalent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la région de Jiangnan va déborder vers la Chine du Sud, mais évidemment, ça ne constituera pas pour autant des colonies. Et deuxièmement, c'est la houille. La houille anglaise, il suffit de se baisser pour la ramasser, alors qu'en Chine, il y a de la houille, et on sait en faire usage depuis très longtemps, sauf qu'elle se trouve dans le Shaanxi. Le Shaanxi, c'est à 1500 km de Jiangnan. Il faut faire venir ça par bateau, donc le prix n'est pas le même, etc. Et il met ça sur le même plan. C'est-à-dire, pour lui, les hectares fantômes, c'est sur le même plan que la houille. Et les rapports de production, c'est où là-dedans? C'est-à-dire, à quel moment nous explique-t-il que c'est grâce justement à l'activation de certains rapports de production pas particuliers que les colonies ont été constituées?
et que la lutte pour les colonies a permis à l'Angleterre, pour l'hégémonie a permis à l'Angleterre non seulement de conserver ses colonies, mais de les étendre, confère ce que j'en disais hier, il n'en dit rien. C'est-à-dire, moi je considère qu'il perpétue une espèce de naturalisation des rapports de production que je rabattrais pour ma part un peu sur l'entreprise hors d'autres termes, mais sur l'entreprise d'un INAM. Oui. Mais avant ça, il y a quand même eu aussi les Vikings qui se sont étendus par bateau, et si mes souvenirs sont bons aussi les Phéniciens, donc il y a quand même eu des civilisations avant dont l'expansion s'était basée sur les voies maritimes. Je dirais par définition, toute formation sociale qui est essentiellement fondée sur le développement de l'activité marchande, et plus précisément de l'activité commerciale, signalons au départ que le commerce, c'est quand même cette forme d'échange marchand dans laquelle on se professionnalise dans l'échange marchand. Évidemment, pour autant qu'elle se développe, je dirais, en bordure de mer, et qu'elle cherche à joindre des terres qui se trouvent au-delà d'une mer, va développer une activité marchande, une activité maritime, c'est clair. D'ailleurs, la capacité que les Européens auront à constituer des navires capables d'affronter la très haute mer, c'est-à-dire à franchir littéralement en parlant des océans, l'océan Atlantique, l'océan Indien, etc., résulte d'une longue tradition maritime, d'ailleurs double. Le type de navire, la caravelle portugaise d'abord avant d'être espagnole, et le comment s'appelle le navire espagnol typique, je ne me souviens plus du nom. Oui, le galion, absolument, le galion, sont la synthèse de techniques maritimes élaborées dans deux Méditerranées, bon, la Méditerranée au sens classique du terme, la Méditerranée pourrait-on dire méridionale, et cette Méditerranée septentrionale, dont il ne faut jamais négliger l'histoire, l'importance dans l'histoire européenne qu'est la mer du Nord avec son diverticule baltique. Par exemple, autant on avait élaboré, juste un exemple, la caravelle comme le galion, deux types de voiles, des voiles carrées parce que ça pousse le navire, et des voiles triangulaires, ça permet de diriger. Or, la voile triangulaire, c'est la voile, ce qu'on appelle la voile latine. C'est faux, c'est une voile arabe, mais peu importe. Ça a été repris par les Européens aux Arabes, et la voile quadrangulaire, c'est la voile des Vikings. Donc, on voit bien comment les deux techniques se soumettent. Donc, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, évidemment, les Européens des temps modernes ne sont pas partis de rien. Ils sont partis de tout un acquis qui procédait déjà de monde marchand, parce que le monde méditerranéen méridional comme le monde méditerranéen septentrional, ce sont des mondes marchands, essentiellement. Les Vikings, vous avez raison de le dire, les Vikings qu'on représente comme des peuples de pillards, c'était aussi des peuples de commerçants. D'ailleurs, dans les mondes précapitalistes, le pillage et le commerce sont le recto et le verso d'une même pièce. Parce que, bon, pour vendre, il faut avoir quelque chose à vendre. Si on n'est pas capable de le produire, on va le prendre chez celui qui le produit pour le revendre. C'est aussi simple que ça. Et ça se poursuivra pendant toute l'époque moderne en Europe. Je dirais, Mars et Mercure ont toujours fait extrêmement bon ménage. J'ai peut-être raté un épisode en déroulé, mais il y a
chose que je ne comprends pas bien, parce que tu as dit d'un côté qu'il y avait une abondance de main-d'œuvre et que donc ça ne favorisait pas des hausses de productivité. Oui. Mais d'un autre côté, tu as dit que la Chine était très avancée d'un point de vue technique. Alors, d'où vient cette avancée technique si, pour accroître la production, il suffisait de mobiliser une abondance de main-d'œuvre? Comment est-ce que tu mets ces deux choses? Tout simplement par le fait que ce à quoi l'abondance de main-d'œuvre va faire obstacle, à mon sens, c'est justement à la diffusion des avancées techniques. C'est-à-dire que si la main-d'œuvre chinoise avait été à la fois, ce n'est pas nécessairement une question d'abondance, mais aussi une question de disponibilité, c'est-à-dire prise dans des rapports qui fait que à tout moment, le mandarin local peut venir dans une commune chinoise et dire toi, tu abandonnes ton travail, j'ai du boulot j'ai quelque chose à te faire faire. C'était une manœuvre qui était littéralement. On peut, si l'on veut, bien de manière un peu improprement, qualifier le régime social impérial chinois comme étant celui d'une espèce de servage d'État généralisé. Dans un pareil régime, rien n'empêche que localement il y ait des avancées techniques, notamment dès lors que, évidemment, ces avancées techniques sont l'œuvre de capitaux marchands qui comprennent très bien l'intérêt qui peut être le leur à faire produire des marchandises moins chères parce que ça leur permet de mieux les vendre, etc. Mais l'existence de cette main-d'œuvre abondante et facilement mobilisable ne favorisera pas la diffusion de ces avancées. On n'a pas intérêt, au fin fond des campagnes chinoises, à continuer peut-être. On a tout parfaitement intérêt, le mandarinat a parfaitement intérêt à continuer à exploiter dans ses formes classiques la paysannerie chinoise et pas se lancer dans une aventure très aléatoire et surtout très coûteuse qui consiste à édifier des dispositifs techniques, etc. Donc je ne vois pour ma part pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement y avoir des avancées, mais qui resteront des avancées qui peuvent éventuellement se multiplier, mais qui ne se généraliseront pas autant qu'elles auraient pu le faire s'il n'y avait pas eu justement cet obstacle que constitue l'existence d'une main-d'œuvre abondante et, encore une fois, facilement disponible. Moi, j'avais une petite question aussi. Après, je passerai à Jean. En fait, je me demandais, par rapport aux thèses de Gruber notamment, sur l'importance de la dette dans le développement commercial, où en fait il explique à un moment que les conquistadors, c'est des espèces d'entrepreneurs, ceux qui font commerce, des espèces d'entrepreneurs, mais qui se retrouvent directement très très endettés et donc dépendants des banquiers qui sont derrière, etc. Et du coup, c'est une question un peu plus générale sur la répartition des rôles dans la bourgeoisie par rapport au développement du capitalisme, entre, disons, le capital commercial et le capital, on va dire, usuраire. Oui, d'accord. Je sais pas si... Oui, si, je vois. Bon, là, il faut distinguer, je dirais, les différentes formes d'expansion. Si on a une expansion de type colonial ou principalement colonial, ou une expansion commerciale ou principalement commerciale. Les conquistadores espagnols, bon. En fait, là, j'ai peut-être mal. Je ne pense pas qu'il parle des conquistadors, il parle vraiment de ceux qui vont se lancer dans le commerce. Ah bon, alors, oui, alors bon, là, la chose est plus simple. Pourquoi Lisbonne? C'est-à-dire, pourquoi tout part de Lisbonne? Alors Lisbonne, je dirais, a cette chance. Alors d'abord, Lisbonne est remarquablement bien située. Le Portugal, c'est un promontoire au-dessus de l'océan. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon. Et en même temps, ça permet de contrôler. Gibraltar n'est pas encore en jeu. Ça permet de contrôler le commerce passant de l'océan à. Bon. Mais la fortune de Lisbonne, elle se joue très vite. Bien avant. La fortune de Lisbonne se joue. À partir du moment où les capitalistes marchands génois, les marchands génois,
ouvre une voie maritime entre la Méditerranée et la Manche et la mer du Nord. Et ça a lieu très exactement en 1268, puisque c'est en 1268 que, pour la première fois, un convoi parti de Gênes arrive à Bruges, dirais-je, hein, puisqu'à l'époque, c'est la grande ville marchande. Bon, à partir de là, je dirais, les courants vont être constants d'échange. Il existait auparavant une autre voie qui était terrestre, qui passait par les cols alpins, par la Champagne, d'où je dirais, le caractère florissant des foires de Champagne. Mais ce courant-là, terrestre, va se trouver bousculé, non seulement par l'ouverture de la voie maritime, mais surtout par l'éclatement de la guerre de 100 ans. C'est-à-dire, va se trouver ruiné par là. Alors que la voie maritime va fleurir, pourrait-on dire. Or, si l'on prend, je dirais, une carte, on se rend compte que Lisbonne est à peu près à mi-chemin entre les différentes cités marchandes italiennes. Alors là, il s'agit de Gênes, mais il peut aussi s'agir de Pise, de Florence, d'Amalfi, etc. Et les cités flamandes ou anglaises, etc. Et donc, très rapidement s'établissent à Lisbonne des facteurs, des agents, si vous préférez, des représentants du capital marchand italien, notamment génois. Et quand les Génois perdent, et ça va se produire dans les décennies qui suivent, perdent leur guerre contre les Vénitiens, ils se font racler définitivement la bataille de Chioggia en 1378, je crois. Ils y perdent une bonne partie de leur comptoir dans l'Est méditerranéen. Ils conservent des comptoirs cependant en mer du Nord, en mer Noire, parce qu'ils sont en bon terme avec ce qui reste des Byzantins et déjà les Ottomans, qui sont bien présents déjà à ce moment-là. Ils vont prendre une revanche historique très simple. Ils vont déporter ce qu'ils ne peuvent plus faire en quelque sorte vers l'Est, ils vont les déporter vers l'Ouest. Et donc, lorsque les routes commerciales portugaises commencent à s'ouvrir vers l'Afrique, et a fortiori ensuite vers l'Asie, lorsqu'on aura doublé le cap de Bonne-Espérance, les capitaux qui vont armer les flottes, les flottes, seront de deux types. Le premier capitaliste, plus important, c'est le roi du Portugal, qui est un roi marchand. La dynastie des Avises, c'est une dynastie bourgeoise, une espèce de, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais une espèce de proto-révolution bourgeoise déguisée en rupture dynastique qui se produit au Portugal aux environs de 1285, si je me souviens c'est exact, et à partir de là, toute la dynastie portugaise, jusqu'à son extinction 1578, va de dynastie Avise, ça va être François Ier, mauvaise langue et surtout très jaloux, traite Emmanuel Ier, roi du Portugal qui lui était contemporain, disait un roi épicier. Parce qu'il faisait sa fortune, évidemment, dans l'importation et la réexportation des épices. Mais tout le restant du capital, c'est du capital étranger, dans lequel on va compter des capitaux italiens, génois d'abord, mais aussi florentins, etc., et des capitaux allemands. Des capitaux allemands d'Allemagne du Sud, parce que l'Allemagne du Sud connaît à ce moment-là tout un boom économique considérable, d'une part parce qu'elle est bien située sur ce qui reste de l'ancienne route commerciale, et parce qu'il s'y est développé des mines. Les noms au moins un nom qui vous est connu, c'est les Fugger. Donc, toutes les expéditions les expéditions commerciales que montent qui s'appellent des expéditions portugaises, parce qu'elles partent de Lisbonne, qu'elles sont ordonnées, dans tous les sens du terme, commandées, organisées par la monarchie portugaise, sont en bonne partie aussi à composition génois. Et les Génois se referont une fortune à travers lorsque les investissements strictement portugais réfléchiront, c'est eux qui reprendront ça, etc., etc. Et évidemment, comme toujours dans ce cas-là, lorsqu'une bourgeoisie commerciale
réussit, elle se déporte du commerce de la marchandise vers le commerce de l'argent. Parce que le commerce de l'argent, c'est quand même, je dirais, le top du commerce. Commerce de la marchandise, vous êtes obligé, par les comme Marx, de faire AMA. C'est-à-dire il y a quand même une double conversion qui est aléatoire. Dans le commerce de l'argent, vous faites AA', vous donnez de l'argent et il vous revient normalement engrossé, vous prêtez 100 et vous en revient 110, ce qui ne marche pas dans ces cas-là quand ils ont les moyens. Donc les Génois perdureront un moment encore dans le commerce de la marchandise, mais deviendront surtout des banquiers et feront fortune comme banquiers, non pas tant en prêtant de l'argent aux Portugais, ça ne les intéresse pas, mais ce sont les grands banquiers, après les Allemands, qui vont prendre, pardonnez-moi l'expression dans la gueule, la première banqueroute des Habsbourg en 1557, la banqueroute qui clôt le cycle des guerres d'Italie, accompagnée d'une banqueroute française, et c'est pour ça qu'on décide qu'on s'arrêtera là, parce qu'on n'a plus les moyens de continuer, aussi bien du côté castian que du côté français. C'est eux qui vont prendre le relais des banquiers allemands, des Fugger, des Welser, des Himhoff, etc. Et ils vont être les banquiers des Castillans jusqu'à la banqueroute de 1627 dont j'ai parlé hier. À ce moment-là, ils estiment que ça commence à bien faire parce qu'à chaque fois, évidemment, ils y perdent quand même des plumes. Ils retirent le billet, pas tout à fait. Et ceux qui vont prendre le relais, alors là, tenez-vous bien, c'est des banquiers marans, donc qui circulent encore par là, et leurs ex-coreligionnaires juifs établis dans les anciens Pays-Bas, et notamment dans ce qui est en train de se constituer les Provinces-Unies, ce que je vous disais que dans les années 1630, les dernières opérations, 1630-1640, ce sont des banquiers marans et juifs ex-castian, ex-portugais établis dans les Provinces-Unies, qui vont continuer à financer la guerre castiane, la guerre espagnole, contre leur propre... tout simplement parce que... Bon, je dirais, il y en a d'autres, je vous le dis, puisque je suis en terre belge, vous savez à qui vous devez d'avoir conservé Anvers. On vous l'a appris ça dans votre histoire nationale? Vous le devez à la bourgeoisie d'Amsterdam. La guerre se mène de telle manière, dans la dernière partie de la guerre, se mène de telle manière que la grande crainte de la bourgeoisie d'Amsterdam, c'est de voir renaître Anvers. Anvers qui est l'objet d'une double pillage en 1576 et en 1585. Celui de 1585 fait fuir une grande partie de la bourgeoisie anversoise, notamment évidemment tous les éléments de la bourgeoisie anversoise de l'époque qui est à composante marane ou juive, qui n'a pas du tout envie d'avoir à nouveau à ses portes l'Inquisition qui va se réinstaller. Et à partir de là, la guerre est menée du moment où la reprise des hostilités a lieu, de telle manière à contrôler les Bouches de l'Escaut. C'est pour ça que les Bouches de l'Escaut sont toujours, les deux rives sont néerlandaises. Mais lorsque, comment il s'appelait, le Statuder, je m'appelais, c'était plus Maurice de Nassau, c'était le suivant, Henri. Je ne me rappelle plus. Bon. Entreprend une dernière fois d'assiéger Anvers pour la faire tomber, c'est la bourgeoisie d'Amsterdam qui finance en douce des opérations de contrebande pour ravitailler les insurgés anversois et leur permettre de résister au siège. Il ne faut surtout pas que Anvers tombe, c'est-à-dire que Anvers devienne néerlandais, parce que la crainte de la bourgeoisie d'Amsterdam, c'est que Anvers puisse renaître et se mettre à rivaliser avec Amsterdam. Voilà comment il se fait que Anvers soit belge aujourd'hui, sinon Anvers aurait dû devenir néerlandaise. Donc vous voyez que ce n'est pas le propre des financiers marans ou juifs que de jouer contre leur propre camp. C'est le propre des capitalistes marchands, quelle que soit leur couleur, leur religion, etc. etc. C'est-à-dire, on fait des affaires avec qui que ce soit, y compris avec l'ennemi. C'est tout simple.
vous aviez une question. Oui. Je voudrais revenir un peu en arrière. Quand il y a... c'est quelque chose qui, si mon souvenir est bon, Pomerantz en parle, mais pas du tout mentionné ici. Quand il y a croissance du surproduit agricole, alors le problème, à quoi va être affecté ce surproduit, Si mon souvenir est bon, le met en rapport, c'est ça aussi le différent avec l'Europe, c'est qu'en Chine, il y a une croissance démographique. Le produit agricole augmente, mais on fait plus d'enfants, et donc c'est réparti sur les nouveaux enfants qu'il y a. Et il n'y a pas de. Donc ce produit n'est pas disponible pour être converti ou investi dans l'économie. Ce qui renvoie à un choix de société, vers des structures familiales et ainsi de suite, quelque chose qui est en deçà des rapports de production. Et il parle d'une augmentation du produit agricole dans certaines périodes en Chine qui est comparable à la révolution agricole. Brabanson, par exemple, les Brabançons ne sont pas mis à faire beaucoup plus d'enfants, contrairement aux paysans chinois. Et je pense qu'il n'y a quand même pas une coïncidence qu'en 1980, la privatisation dans la réforme agraire de Deng Xiaoping a coïncidé avec la politique de l'enfant unique et la position par la contrainte d'une pression à la baisse démographique. Oui. Je crois que les historiens qui travailleraient maintenant sur le développement chinois des 40 dernières années ne pourraient pas ne pas mettre en rapport cette coïncidence, ces deux éléments. Alors, ce avec quoi je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est que la Chine impériale a été, enfin pour autant que j'ai pu parcourir son histoire, a été confrontée de manière permanente, enfin récurrente en tout cas, au classique effet de ciseaux entre croissance démographique et croissance agricole, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a des phases, disons, ascendantes où toute l'économie chinoise s'élève, tout est porté vers le haut, y compris les activités marchandes, etc., parce que quelque part la croissance démographique est inférieur, enfin le taux de croissance démographique est inférieur au taux de croissance agricole, puisque en fait le surplus est essentiellement agricole, et quand on dit, enfin agricole au sens large, parce qu'il faut toujours savoir que les familles paysannes, évidemment, cultivent la terre et produisent du riz, produisent du blé dans le nord de la Chine, produisent du coton, produisent du lin, produisent du chanvre, matières premières, produisent soie, grège, toute matière première destinée à être transformée industriellement, mais sont aussi des artisans. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire, et ça, ce n'est pas vrai seulement de la Chine. Je dirais, la production rurale n'est pas seulement une production agricole, c'est aussi une production artisanale ou proto-industrielle. Bon, donc tout ça, première phase, tout ça croît vers le haut, et effectivement, il arrive un moment où le taux de croissance démographique l'emporte sur le taux de croissance, et à ce moment-là, on est... Et il est vrai que l'inversion se fait dans la dernière phase, disons, qui nous intéresse, elle se fait à peu près, disons, dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là que, visiblement, on commence à réapparaître des phénomènes de disette, pas encore de famine, qui vont se produire. À la fin du XXe siècle, il y a de terribles famines qui se produisent, et donc les premières... Parce que la famine en Chine, c'est très simple. La famine en Chine, ça signifie quelques années de famine et des révoltes. Des révoltes paysannes, mais elle n'a pas des révoltes, des petites révoltes paysannes, de véritables armées paysannes qui se lèvent et qui se mettent à parcourir la Chine de manière à la piller, etc. Et nombre de dynasties chinoises sont écroulées de ce fait-là. Donc, c'est un signe extrêmement grave pour le pouvoir dès lors qu'on ne peut pas nourrir la population. Alors, là où je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous, exactement, je reprends Pomerantz. Ce que dit Pomerantz, il dit quelque chose d'intéressant. Et première chose qu'il note comme similitude entre le Zhejiang, et donc la région de Shanghai et l'Angleterre, c'est qu'il dit dans les uns et dans les autres,
on a vu se produire avant le XVIIIe siècle, ou dans le fil encore du XVIIIe siècle, ce qu'on va appeler dans certaines écoles de l'histoire économique une révolution industrieuse, hein, qui n'est pas la révolution industrielle. Et la révolution industrieuse, c'est une révolution qui se produit dans les campagnes, dès lors que ces campagnes se mettent à être articulées dans le régime du travail en commandite ou dans le régime de la manufacture éclatée, c'est-à-dire que l'on voit des familles paysannes opérer sous la commande d'un capital marchand, mais d'un capital marchand qui va obtenir de ces familles plusieurs choses. D'abord, qu'elles abandonnent une partie de leur production vivrière, pourrait-on dire, pour se consacrer à des productions de type commercial. Par conséquent, aussi à faire de plus en plus appel au marché, c'est-à-dire elles sont de plus en plus dépendantes du marché, non seulement parce qu'elles produisent, mais pour ce qu'elles achètent, c'est-à-dire que ce qu'elles produisent plus pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour entretenir la maison, elles doivent l'acheter. Ça va de pair avec une révolution du mode de vie de ces familles. C'est-à-dire, on va voir apparaître aussi dans ces familles des pratiques d'épargne monétaire. On va les voir, ça va d'abord se traduire par le fait, j'oublie une médiation, par le fait que ces familles travaillent beaucoup plus longtemps, consacrent beaucoup plus de temps à travailler qu'auparavant et travaillent plus intensément. Donc on a une augmentation de la durée et de l'intensité du travail. On va les voir épargner davantage et placer leur épargne. Et on va les voir, et c'est ça, ça rejoint cette fois-ci votre propos, on va les voir, en quelque sorte, elles deviennent économes de tout, y compris de leurs enfants. C'est-à-dire, on va les voir pratiquer un véritable, politique de limitation des naissances, un véritable eugénisme, et ce sera ça. Donc, tout un processus que l'on a vu d'ailleurs aussi dans les révolutions industrieuses qui accompagnent ou qui précèdent la révolution industrielle en Europe. Mais ce n'est le cas que de John Lang. Ce n'est pas le cas qui est effectivement la province chinoise qui est le plus avancée, je dirais, d'un point de vue proto-capitaliste. Mais ce n'est pas le vrai dans l'ensemble de la Chine. Et évidemment, l'ensemble de la Chine va au contraire retomber sous le coup de cet effet de ciseau entre croissance économique et croissance démographique. Croissance agricole et croissance démographique. En Chine, justement, les artisans n'étaient pas sous la coupe d'un marchand fabricant. Il n'était pas nécessairement. Oui, alors il existe. Oui. Ah, non, c'est-à-dire que il a existé comme, je dirais, évidemment, il a existé un artisanat indépendant. Enfin, indépendant, il faut savoir que c'est un artisanat alors. De quoi parle-t-on? Si on parle de l'artisanat rural, paysan, bien évidemment, il est largement indépendant en ce sens qu'il est tourné normalement vers l'autoconsommation. Je veux dire, les paysans produisent ce qu'ils ont besoin, réparent leurs outils, leurs maisons, etc. L'artisanat urbain est aussi un artisanat indépendant, si toutefois on veut bien considérer qu'il reste malgré tout enserré dans des structures corporatives et sous le regard des autorités locales, qui sont les autorités mandarinales. Mais il existera à la campagne, au moins, à la ville, je ne suis pas sûr, mais à la campagne, dans certaines régions, par exemple Jiangnan, justement, un artisanat rural qui va tomber sous le coup du capital marchand, qui va opérer. Et quand je dis tomber sous le coup, il faut voir que ce n'est pas qu'il est forcé, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel, visiblement, les familles paysannes trouvent leur compte. C'est-à-dire que si les choses se passent bien, elles s'enrichissent. Au moins dans un premier temps. Elles voient qu'elles ont la possibilité de ne pas trimer comme elles le font jusqu'alors. En fait, qu'elles triment plus, mais au moins le produit de leur trim, si l'on peut dire, leur reste. Bon, évidemment, quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand les affaires vont mal, elles sont les premières à en être des victimes. Encore en profiter. Oui, on a encore 7 minutes devant nous.
Cette fois-ci, c'est vous qui êtes... Ah, des chars, oui. Sur la région Charleroi. Oui, oui. À l'époque, Charleroi, ça n'existe pas encore, Oui, il n'y a pas de ville. oui. Apparemment, il y a quand même déjà des premiers charbonnages, où il y a quand même des marchands qui doivent intervenir, parce qu'il y a quand même déjà besoin de creuser, d'évacuer Oui. l'eau et tout ça, donc c'est pas tout à fait artisanal. Mais je ne comprends pas comment ce processus s'est démarré à ce moment-là et à quoi on destinait le charbon, parce qu'a priori c'était pour alimenter les villes, mais là on est à l'époque finalement en pleine campagne, on n'a pas vraiment de moyens de communication. Donc j'aimerais bien Oui. des explications sur Alors, comment ça se met en route Oui. si tôt. Oui. Alors, je ne connais pas le cas spécifique de Charleroi. Ce que je sais, c'est qu'il n'existe à l'époque moderne que deux bassins, je dirais, houillers importants. Effectivement, pour moi, c'était plutôt du côté de Liège que les choses se passaient, d'un côté, et du côté du Newcastle en Angleterre. Bon. À ce moment-là, le charbon, il est vrai qu'on ne sait pas en faire grand-chose. J'entends par là que ce à quoi il va être destiné au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire à un usage essentiellement sidérurgique, on n'en a pas les moyens techniques. Pour faire fondre les minerais de charbon, il faut les porter à peu près à 1350 degrés. Et 1350 degrés, selon la qualité du minerai, et ce sont des températures qu'on n'arrive pas à l'époque à atteindre avec le charbon, et qu'on ne peut pas d'ailleurs atteindre avec du charbon. On ne pourra se servir de ce charbon pour atteindre cette température que moyennant une opération intermédiaire que l'on ne maîtrise pas encore à l'époque, et qui est la coquéfaction du charbon. C'est peut-être la batterie qui... Ah non, c'est une fantaisie de la part de l'appareil, c'est petit galopin. Donc la coquéfaction du charbon. Alors les premiers je vous disais, les premiers essais de coquéfaction de charbon en Angleterre, c'est vers 1620, mais bon, c'est pas très réussi. On les reprend à la fin du siècle, on les perfectionne et on commence à utiliser du coke dans la sidérurgie anglaise, mais de manière marginale, malgré tout, plus en plus importante au fil des décennies, mais de manière malgré tout secondaire, sinon marginale, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, quel était au contraire le matériau dont on se servait? C'était le charbon de bois. C'était le charbon de bois qu'on utilisait dans les hauts fourneaux, c'était pas du charbon. Le charbon servait essentiellement à chauffer, donc les demeures. En Angleterre, c'est le cas. Londres a eu longtemps une réputation absolument exécrable de ville noire, irrespirable, parce qu'on y chauffe au charbon dans les poêles domestiques, hein, et ce sera le cas jusqu'au début du XXe siècle, bon, etc., etc. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On extrait du charbon, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup à des fins industrielles, c'est plutôt à des fins de consommation domestique, jusqu'à ce qu'on... Ce que je ne comprends pas, c'est que quel est l'intérêt d'aller extraire du charbon alors que si on a la campagne, on a encore du bois. Bien, merci de poser la question, mais il ne me reste plus que 2 minutes 20. Alors ça, vous avez raison, et vous mettez le doigt sur un problème dont aucun auteur n'a aussi bien parlé que mon auteur de référence, qu'est Werner Sombart. Werner Sombart montre que un des grands problèmes que rencontre d'une manière chronique toute l'Europe de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution industrielle, c'est le problème du bois. Tout simplement parce que là aussi, il y a un conflit d'usage. Le bois est, jusqu'à la Révolution industrielle, à la fois,
le principal matériau, tout est produit à partir de bois. Les machines sont des machines en bois. Hein, bon, éventuellement renforcées pour les pièces qui s'usent, enfin qui se frottent le plus les unes contre les autres par des plaques de métal. Bon. Et deuxièmement, et surtout, c'est la principale source d'énergie. C'est-à-dire la seule manière dont on sait faire du feu, on sait dans le sens belge du terme, hein, on peut faire du feu, c'est le bois. Et par conséquent, il se développe une véritable situation de pénurie chronique du bois en Europe. Bon. D'où d'ailleurs, on peut expliquer le succès des Néerlandais par le fait que, assurant le commerce et notamment le fret maritime depuis les pays riverains de la Baltique vers l'Europe occidentale, ils ont évidemment un rôle absolument clé. Ils le font d'abord à des fins tout à fait domestiques, puisque puissance maritime, ils ont besoin, parmi les munitions navales, comme on dit, c'est-à-dire l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction et l'entretien des vaisseaux, il y a bien évidemment du bois. Bon. Cette pénurie de bois va être quelque chose de terrible. Elle explique par exemple que l'intérêt que présente pour les Anglais le fait de mettre la main sur on peut à peine appeler ça une colonie, mais enfin la colonie québécoise française qui se trouve le long du Saint-Laurent, c'est que qu'est-ce qu'on en tirait du Saint-Laurent? On dirait, de ces colonies, on tirait essentiellement deux choses, des fourrures, on pouvait en avoir ailleurs, je dirais, et du bois. Or, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les 2/3 des matériaux à partir desquels sont construits les navires britanniques proviennent de la Baltique et proviennent d'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, parmi les facteurs, je ne vais pas signaler parce qu'évidemment c'est un détail, parmi les facteurs de supériorité des navires britanniques sur les navires français, c'était que justement les Britanniques étaient arrivés à travers d'abord les Néerlandais et ensuite directement à s'assurer un ravitaillement en bois depuis les pays riverains de la Baltique, ce que les Français en auront été évincés. Et les Britanniques pourront de ce fait-là construire des navires dont les mâts sont d'un seul tenant, alors que les Français devront se débrouiller avec des mâts qui sont de 2 ou de 3 tenants et qui sont évidemment bien moins solides que les mâts britanniques. Donc on pourrait multiplier les exemples qui montraient que c'est décisif et que du moment où on pourra enfin disposer d'un combustible alternatif de celui du bois, le charbon, mais je dirais pour un usage non seulement domestique mais industriel, on aura grandement soulagé non seulement la sidérurgie, mais je dirais toute l'agriculture. Parce que, évidemment, les terres alors ça on revient vers Pomerance, les terres que l'on doit boiser, c'est autant de terres qui sont... on ne peut pas planter un hectare de chêne ou de hêtre et de le planter en même temps en blé. On fait l'un ou on fait l'autre. Donc c'est un rival non seulement, pourrait-on dire, c'est un frein non seulement pour le développement de l'industrie, mais c'est aussi un développement de l'agriculture. Donc lorsqu'on soulagera l'Europe de la charge de bâtir, de construire, de produire, mais tout, enfin, on n'a pas idée. Imaginez un monde dans lequel, hormis pour les produits de luxe, mais tout est en bois. Tout est en bois. Vos cuillères sont en bois, vos fourchettes sont en bois, vos meubles, bien évidemment, sont en bois, mais en bois, pas en plastique ou pas en copeaux agglomérés. Vous voyez, vos maisons sont en bois, etc., etc. Imaginez qu'on soit tous, prenez ce bâtiment. Imaginez que là, il n'y ait pas du béton, mais qu'il y ait du bois. Vous imaginez la quantité qu'il faut?
etc. Vous avez des conflits constants, comme par exemple, Colbert établit un règlement qui interdit toute exploitation du bois dans un rayon d'abord de 30 km des côtes, et ça ira jusqu'à 150 km des côtes pour réserver le bois qui est là à la construction navale, etc., etc. Donc, le charbon, lorsqu'on l'exploite à Charleroi, à Liège ou à Newcastle, à ce moment-là, je dirais, cette faute de mieux, c'est déjà ce qu'on peut en faire, c'est au moins se chauffer avec. D'accord ? Et ça soulage autant la pression portant sur le bois. Mais on n'est pas encore capable, et on fait des essais. On en fait rapidement. On a essayé, on sait qu'on a essayé de mélanger du bois et du charbon et du charbon de bois dans les hauts fourneaux qui sont extrêmement... c'est-à-dire ça consomme des quantités phénoménales de bois sous la forme de charbon de bois. Et on voit bien qu'il y a un problème. D'autant plus qu'encore une fois, c'est en rivalité avec tout le reste. Et la révolution industrielle, alors ça, Paul Brand a bien vu effectivement le problème, c'est que c'est autant qu'on ne peut pas cultiver pour nourrir les hommes, et autant qu'on ne peut pas cultiver pour fournir l'industrie. Parce que pas plus qu'on peut planter un hectare à la fois en chêne et en blé, on ne peut le planter en chêne et en... je ne sais pas, en chanvre par exemple, ou en lin, qui sont des matières premières pour l'industrie textile. Donc on voit bien qu'il y a des conflits constants d'usage de ce type-là. Mais ça, encore une fois, celui qui l'a parfaitement saisi et qui consacre de longues pages et qui moi, m'aura tout appris sur ce rapport-là, c'est Werner Sombart. Et alors, il est extrêmement curieux de constater qu'il conclut par un des chapitres de son deuxième tome de la Moderne Capitalismus, est consacré à montrer que la révolution industrielle se produit en Europe parce que l'Europe est arrivée à une situation de parfait étranglement sous l'angle de la gestion du bois et qu'il faut par conséquent un nouveau système technique. Et certains des passages, c'est très curieux, si vous mettez à la place de bois, vous mettez pétrole, vous pourriez quasiment l'appliquer aujourd'hui. Et du bois au pétrole, il n'y a effectivement qu'un pas. Souvenez-vous de ce qu'est le pétrole. C'est le bois qui a poussé il y a quelques centaines de millions d'années et qui s'est décomposé et liquéfié en pétrole. C'est-à-dire on n'est en fait pas sorti, on n'est toujours pas sorti du bois. Seulement, il se présente aujourd'hui sous une autre forme. Notre industrie, nos besoins... juste 2 secondes, reste encore tributaire de ça. Si vous permettez, en complément de ce que vous dites, il faut penser que nous savons que la forêt de soie a été plantée expressément par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche avec des hêtres pour construire des bateaux. C'est ça pour ça qu'elle a été plantée. Oui. Et il existe dans l'administration wallonne des cartes du boisement avant la révolution industrielle, et puis après, en 1950, 1960 par exemple, et vous allez voir une différence, il n'y a pas de forêt en Wallonie. Tout est pâturage pour moutons ou des futaies, mais les bois ont disparu. C'est très bizarre, mais il n'y avait plus de bois. Alors n'oubliez pas le vocabulaire, ce qu'on utilise, c'est du charbon de terre. Oui, absolument. Il affleure à Charleroi, il affleure autour de Mons, il affleure dans la région liégeoise, on ne va pas chercher très profond. Et en plus, les poêles, par exemple, ne résistaient pas à la chaleur du charbon de terre. Au bois, le bois c'est un feu doux, mais le charbon, lui, est agressif, et par conséquent, ça ne tenait pas. Il a fallu beaucoup de choses pour arriver à l'exploitation du charbon pour la sidérurgie, par exemple. Voilà. Merci. Non, mais c'est une mise au point tout à fait bienvenue, enfin, qui complète parfaitement ce que je veux dire. Voilà, donc pour terminer, je voudrais vraiment qu'on remercie vivement notre orateur. Merci. Merci.